Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Rada Hatem-Ganser, avec qui nous allons parler de la Maison des Femmes. Du coup, Gada, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Eh bien, je m'appelle, en effet Rada, je suis originaire du Liban. J'ai fait des études de médecine à Paris et j'ai choisi comme spécialité la gynécologie obstétrique et il y a une petite dizaine d'années, j'ai eu envie de créer un nouveau parcours de soins pour, les femmes puisque mes patientes, m'avaient sensibilisée à leur vie, à leur vécu et très souvent, hélas, aux violences qu'elles subissaient et c'est ce qui a donné, cette structure qui s'appelle la Maison des femmes de Saint-Denis. Ouais, en tout cas, c'est un super projet, bravo à toi. Et du coup, ça mène forcément à deux petites questions pour introduire un peu le sujet. Du coup, déjà, quel est l'état des lieux de la santé des femmes et aussi l'état des lieux, du coup, des violences faites aux femmes? La santé des femmes, je dirais qu'il y a une double vision. Les femmes ont la chance quand même d'avoir des gynécologues. Ce sont des médecins qui leur sont entièrement dédiés et qu'elles peuvent, consulter à tous différents moments de leur vie. Parce qu'on peut voir une très, très jeune fille, parce que ses règles n'arrivent pas, parce que sa mère est inquiète, parce qu'elle a mal au ventre, à ses premières règles. Et puis on va pour les femmes qui font des enfants, ce sont des femmes qui seront vues régulièrement par des soignants, médecins, sages-femmes, anesthésistes et donc on garde un œil sur la santé des femmes malgré tout. C'est-à-dire je ne peux pas dire que la santé des femmes soit la grande oubliée. Après il y a évidemment des choses qui ne sont pas assez investiguées, qui ont mis du temps à devenir des problématiques très identifiées comme l'endométriose. Mais, le cancer du sein, par exemple, ça fait très, très longtemps qu'on y travaille, qu'on améliore, les traitements, les statistiques, qu'on on a aussi, travaillé sur, comment être le moins mutilant possible, comment avoir une chirurgie la plus adaptée, au cancer en question. Donc, je dirais qu'à la fois, on ne s'occupe pas suffisamment de certains domaines de la santé des femmes. Par exemple, tout ce qui est cardiovasculaire, on a eu longtemps tendance à penser que seuls les hommes étaient concernés par l'infarctus, que les femmes, elles faisaient juste semblant parce qu'elles étaient douillettes. On sait aujourd'hui que c'est faux. Évidemment, tout ce qui est, recherche, notamment sur les médicaments, on fait souvent les essais sur les hommes et on oublie que la biologie des femmes n'est pas exactement superposable, donc on tire des conclusions qui sont peut-être pas adaptées aux femmes. Toutes ces choses-là sont heureusement en train de bouger, mais je reste persuadée que les femmes ont cette chance d'aller voir un gynéco n'importe quand ou quelqu'un qui s'y connaît un peu, que ce soit parce qu'elles sont enceintes et qu'elles en veulent pas, parce qu'elles sont enceintes et qu'elles sont contentes, parce qu'elles n'arrivent pas à être enceintes, parce qu'elles ont mal, parce qu'elles sont ménopausées. Donc à tout moment, il y a une possibilité d'être soignées. Ça, c'est bien. Les jeunes hommes n'ont pas cette chance. Et en ce qui concerne les violences, alors les violences depuis 10 ans, on a vu, hein, de la société se saisir de cette question qui était avant très confidentielle, qui était portée par des militantes, principalement et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a un peu, je dirais pas envahi, c'est excessif, mais elle est assez omniprésente dans le quotidien, notamment des gens sensibilisés, bien sûr, les autres, on n'arrivera pas à les toucher comme ça et j'avoue que, ce qui s'est passé en 10 ans est assez fascinant parce qu'on est passé de: «Oui, bon, c'est un sujet de bonne femme» à, «Ah bah, ça nous concerne peut-être», hein, tout le monde n'est pas encore certain, tous et toutes et peut-être que, si on s'y prenait autrement, on pourrait à la fois diminuer ce fléau parce que les chiffres sont absolument scandaleux. Le nombre de femmes victimes, le nombre d'enfants victimes, le nombre de personnes pour lesquelles il n'y a pas de suite et aussi, si on s'en occupait bien, peut-être que, il y en aurait moins plus tard, peut-être que nos enfants iraient mieux,
Parce que pour moi, c'est très corrélé aussi à l'état de santé des enfants, notamment de leur santé psychique et on sait aujourd'hui que cet état n'est pas très, très brillant. Mmh. Bah, merci, pour cette présentation. Quand tu parlais, bah, du coup de problèmes cardiovasculaires, forcément ça fait écho, ch dans mon histoire de vie parce que ma maman, elle a fait un arrêt cardiaque quand j'avais 8 ans. Heureusement, elle a pu être prise à temps, et elle est encore là, avec moi maintenant. Mais, c'est vrai que, en effet, ces problématiques sont pas suffisamment exploitées. Mais heureusement, comme tu dis, il y a quand même des choses qui avancent et il faut continuer que ça avance et comme tu disais aussi par rapport, au fait, bah, que, les médicaments, ce genre de choses soient testés sur les hommes, ça me fait aussi penser à tout ce qui est, accident, de la route avec tout ce qui est mannequins, de secourisme. Pendant très, très longtemps, c'était des mannequins hommes et maintenant, enfin, ils commencent à avoir, des mannequins avec une poitrine parce que mine de rien, comme, bah, si jamais il arrive un problème, bah, avoir une poitrine, ça peut déstabiliser, pour faire le massage cardiaque, pour, parce que tu sais pas où est-ce qu'il faut appuyer et compagnie. Alors que sur un homme, on va dire, il y a pas ce souci de poitrine. Donc, en effet, les choses, elles avancent doucement et ça me fait penser aussi à ce que tu me dis, c'est qu'il faudrait s'y prendre autrement, bah, là, pour l'autre sujet, pour les violences, bah, pour faire changer les choses. Et toi, quelle serait ta vision de comment il faudrait s'y prendre pour que les violences faites aux femmes et à bien sûr aux hommes, à d'autres minorités et cetera puissent, bah, se réduire et après, comme tu disais, faire un beau étendard, pour les générations futures pour que, bah, ils puissent avoir, elles et eux et tout le monde, une vie, beaucoup plus apaisée, dans ce domaine de vie-là et que la santé mentale soit plus pris au sérieux. J'ai pas de recette miracle, c'est très multifactoriel la violence, mais il y a bien sûr cette idée qu'ont beaucoup d'hommes, que la violence fait partie de leur ADN, que c'est, quelque chose qui montre, une certaine virilité et quand on voit le comportement de certains hommes, au volant, en société, on est frappé par cette, violence décomplexée qu'ils affichent comme si c'était normal, comme si même ça pouvait les rendre plus intéressants et je pense qu'il faut commencer par ça, c'est-à-dire, arrêter de penser que, la violence, c'est la même chose que la force ou la puissance parce qu'on confond tout. Il faut de la force et les femmes ne sont pas dénuées de force et il y a des moments dans la vie où il faut de la force. Mais la violence est sans doute, un ingrédient dont on pourrait se passer. Je suis pas sûre qu'on arrive à l'éradiquer totalement parce qu'il y a des comportements, qui sont, je sais pas, qui semblent sortir des tripes. Il faudra sans doute plusieurs générations pour se passer de ces comportements. Il y a des femmes qui sont, aussi très séduites par les hommes, violents, les bad boys, parce que c'est comme si on leur avait inculqué cette idée que une femme faible doit forcément s'associer à un type, hyper testostéroné, sinon ça ne va pas. Donc je pense qu'il faut agir sur toutes nos représentations et il y en a tellement qui sont implicites qu'on ne se rend même plus compte qu'on pense comme ça parce qu'on nous a inculqué cette façon de penser et qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à s'en débarrasser tellement c'est installé dans notre cerveau. Donc il faut commencer le plus tôt possible. Il faut commencer par les bébés et il faut absolument arriver à convaincre les parents de se débarrasser de toute réaction violente. C'est difficile. Parfois les enfants vous poussent à bout, parfois, nous ne sommes que des humains, mais au moins réaliser à chaque fois qu'on a des comportements inadaptés, qui font plus de mal que de bien à nos enfants, je pense que ça serait déjà un premier pas et pour ça, il faut régulièrement, je pense, accompagner les parents, leur expliquer, commencer à la maternité et ensuite l'école, qui est un lieu de socialisation super important, puisse prendre le relais. Mmh. Oui, je suis d'accord avec toi, je partage la même vision, l'éducation, c'est ça qui peut changer les mentalités et changer le monde et ça me fait penser au livre Le coût de la virilité, justement qui montrait avec, des chiffres, bah, justement que, bah, les hommes sont majoritairement, responsables malheureusement de tout ce qui est accident de voiture, ce genre de choses et pourtant il y a toujours en plus des croyances que par exemple, femme au volant, mort au tournant, Ah bah, bien sûr. mais du coup, ça me fait aussi penser à ce que tu disais. Dans les représentations qu'on a, c'est vrai que dans tout ce qui est livres, films et cetera, il peut avoir, des violences, bah, exacerbées ou voire,
mais minimisé. Ça me fait penser, par exemple, c'est une série que j'ai adorée, hein, bien sûr, ça s'appelle la série You, avec Joe Goldberg qui va tuer des femmes parce que voilà, il est pas satisfait de leur comportement et tout. Enfin, il fait des trucs hyper creepy, mais on lui pardonne parce qu'on dit bah ça va, il a eu une enfance difficile et tout. Même si quand même, ils ont quand même fait des progressions parce que dans la dernière saison, enfin l'avant-dernière saison, ils l'ont dépeint d'une autre manière. On voyait qu'il avait un pet au casque. Bah, je connais pas cette série, mais oui, on est toutes aussi, formatées comme ça, c'est-à-dire, à avoir d'autres lunettes pour, regarder cette violence et regarde dans les films où les femmes sont, violentées jusqu'à ce qu'elles cèdent, par exemple, et on a longtemps cru que c'était de vraies histoires d'amour. C'est plus fort que nous. Oui, c'est vrai que le consentement, il est pas du tout pris en compte et en effet, ça donne des images que, bah, un non, ça veut dire oui, en fait, si tu insistes, alors que c'est pas du tout la réalité. Même si c'est vrai que là, il commence à y avoir des séries, je sais que dans Sex Education, c'est une série aussi que j'ai adorée, là, la place du consentement, elle est centrale et la problématique, bah, du coup, justement des jeunes par rapport à leur sexualité, c'est des choses qui sont abordées en toute bienveillance, que ça aussi, c'est des sujets qui peuvent être assez tabous, en tout cas. Oui, mais enfin, le consentement, c'est pas ça suffit pas, je crois, parce qu'il y a des femmes qui pensent que, par exemple, il ne faut pas céder, le premier soir, parce que c'était pas une fille bien, mais qui attendent que, l'autre insiste et donc on est prise dans toutes ces injonctions contradictoires, c'est-à-dire, veut avoir un consentement très clair, en même temps ne pas passer pour une pute et c'est super compliqué et pour les filles et pour les garçons, donc je pense que ça aussi, ça doit se travailler sur le long terme. Oui, d'ailleurs, ce que tu me dis, ça me fait penser à un épisode que j'ai eu avec, une femme de mon podcast qui s'appelle Eina, qui est sexothérapeute et qui avait fait un exercice avec, des enfants, ou des collégiens, je crois que c'est des collégiens et en fait, elle leur, demandait la définition du consentement et tout le monde était capable de donner une super définition, c'était parfait et tout. Mais quand il y a eu un exercice de mise en pratique, là, ça a pas, il y a une différence entre la théorie et la pratique, Ah clairement. oui, complètement. Même pour les femmes. Mmh, mmh Même mh. pour les femmes qui pourraient dire: «Oui, oui, quand je veux pas, je le dis» et très clairement et l'autre ne m'écoute pas et par moments, c'est pas si clair que ça, donc alors il y en a qui parlent de zone grise, il y en a qui parlent de je crois que c'est pas noir ou blanc et qu'il faut l'accepter, qu'il faut le travailler et nous les femmes et les garçons en face, pour qu'on arrive à avoir un vrai dialogue et pas juste un jeu de rôle qu'on endosse parce que la société nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mmh, mmh mh. Et du coup, ça me fait vu que tu parles de vrai dialogue, ça me fait penser, voilà, que ce serait le moment dans l'épisode de présenter un peu qu'est-ce que, la Maison des femmes, qu'est-ce que vous y faites? Comment, vous dialoguez avec les femmes? Comment vous les accompagnez? C'est voilà, je te laisse présenter tout ça. Bah, la maison des femmes, c'est rien d'extraordinaire. C'est un lieu de soins, donc ça, c'est pas il y a rien de nouveau. À partir du moment où on accepte cette idée que la violence est une maladie, alors les violents, ils sont malades d'une certaine façon, pas c'est pas une maladie qui les dédouane de leur violence parce qu'ils pourraient très bien travailler sur leur violence, sur leur, incapacité à gérer leurs frustrations, leurs émotions, leurs réactions, totalement inadaptées, bien sûr, mais c'est pas notre sujet. Enfin, nous, on est plutôt des soignants de femmes, donc on s'est plutôt intéressés aux femmes victimes. Elles sont la majorité. Il y a des femmes autrices et c'est pas notre sujet non plus. Donc à partir du moment où subir de la violence pendant longtemps, c'est comme avoir une maladie chronique, c'est comme être diabétique, c'est comme avoir de l'hypertension, c'est quelque chose qui infiltre toute ta vie et agit sur ta santé. Donc puisque c'est un problème de maladie chronique, il faut que nous les soignants, on s'en occupe. Donc il faut qu'on le dépiste parce que c'est pareil, si je prends l'exemple du diabète qui est le plus simple, si tu sais pas que tu gères mal ton taux de sucre et que tu fais jamais de prise de sang, tu ne le sauras que, quand tu feras un coma et que tu seras sur le point de mourir de ton diabète. Donc il faut trouver des façons de diagnostiquer cette violence. Et malheureusement, les femmes, là encore, elles ont souvent intégré ça comme: «Ça fait partie de la vie» ou bien, «Si mon mec est comme ça, c'est parce qu'il est certes, il est un peu sanguin, mais c'est un vrai mec et puis il est très amoureux de moi, alors il a parfois des réactions inadaptées, mais je sais comment les esquiver, ça fait 20 ans que, j'ai appris à ne pas dire ce qui l'énervait, à filer doux et cetera». Ce qui n'est pas normal.
On n'a pas besoin de se polisser en permanence pour ne pas, réveiller le dragon qui dort chez notre conjoint. Et donc, si on ne n'explique pas parfois très clairement les choses aux femmes, elles ne vont pas spontanément dire: «Voilà, je subis des trucs, je pense que c'est pas normal, mais j'arrive pas à mettre des mots dessus». Et le simple fait de leur en parler, de leur poser des questions, de leur demander comment ça va dans leur vie, dans leur couple, est-ce qu'elles ont peur de leur conjoint? C'est pas normal de vivre avec quelqu'un dont tu as peur. Et pourtant beaucoup de femmes ont peur de leur conjoint, de ses réactions et passent leur vie à essayer d'éviter de le contrarier. Donc le fait d'ouvrir ce dialogue, qui est peut-être la première chose qu'on a vraiment démocratisée à la Maison des femmes, ça a permis à beaucoup de femmes de comprendre leur malaise, de comprendre leurs difficultés et parfois pour nous médecins de comprendre des symptômes, de douleurs, de difficultés auxquelles on ne comprenait rien parce que tous les examens étaient normaux. Et ça commence par ça, c'est-à-dire comprendre ce qui t'arrive, comprendre que ce n'est pas normal et comprendre qu'on peut t'aider à t'en sortir. Après, on a proposé évidemment différents soins, comme, de la psychothérapie, des psychiatres, des soins corporels puisque la violence, elle agit sur ton corps, donc il faut aider ton corps à se réparer. Et là, la palette est large entre kiné, ostéopathie, psychomotricité. Il y a toute une problématique sociale quand tu subis des violences, donc on a mis en place des travailleurs sociaux. Il y a une problématique, de dépôt de plainte. Les femmes n'ont pas envie d'aller à la police, elles sont parfois pas prêtes. Il y a des femmes qui veulent pas déposer plainte contre leur conjoint. Mais c'est plus facile si elles en ont la possibilité et que c'est fait dans un cadre bienveillant. Donc on a une permanence de police une fois par semaine pour les femmes qui souhaitent. Et on ne leur dit pas à toutes: «Vous devez déposer plainte», c'est pas possible. On ne peut pas obliger une victime, déjà son conjoint l'oblige à plein de choses et c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de l'accompagner. Donc on a aussi la police et après, beh, il y a la justice, donc il y a des avocats, des juristes qui vont pouvoir aussi donner des conseils et accompagner certains dossiers. Donc on a essayé au final de mettre dans un même lieu tout ce dont une femme pouvait avoir besoin quand elle souffrait de cette maladie-là, qui s'appelle la violence. Et on a même mis en place des groupes de parole en fonction des violences subies. On a mis en place des ateliers et ça a été très intéressant parce que au début, j'y avais pas pensé et on a vite vu que à travers l'art, à travers, le théâtre, à travers le sport, notamment le karaté, puisque c'est ce sport-là qu'on pratique, à travers des activités comme la danse, le jardinage, le yoga, les femmes arrivaient parfois mieux à avancer dans leur vie, même que par rapport à un soutien en psychothérapie, régulier. Et donc on s'est dit qu'il fallait combiner tout ça et que ce lieu évidemment se prêtait à toutes ces petites expériences, qui font qu'aujourd'hui, on offre vraiment un panel assez, maximal d'options. On a rajouté un tout petit peu la prise en charge des enfants parce qu'on n'a pas assez de ressources humaines pour ça, mais au moins quand une femme, vient avec, son enfant qui ne va pas bien ou qu'elle nous en parle, on a la possibilité, grâce à des pédiatres et des psychologues qui connaissent le sujet, d'évaluer un peu ces enfants et de les orienter aussi vers du soin. Donc l'idée de la Maison des femmes, c'est que ça soit un passage pour, ces femmes qui ont besoin d'aide, mais que dès qu'elles, sont en capacité d'aller mieux, qu'on a résolu certains problèmes, évidemment, il faut qu'elles quittent la Maison des femmes parce qu'on n'est pas, là pour toute la vie. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui en ont besoin et puis aussi parce que c'est une étape et que parfois, une fois qu'on a repris son destin en main, on peut avancer. Et moi, ce qui m'impressionne beaucoup, ce sont, des femmes qui ont, hem, souvent, qui sont d'un milieu socio-économique assez élevé, qui vivent des violences qu'elles ont appris à contourner, à gérer et qui parfois, à l'occasion d'une consultation, nous racontent des choses qui nous permet de vraiment mettre les points sur les i et on s'aperçoit qu'une consultation, parfois, suffit à leur faire prendre conscience de choses qu'elles ne voulaient pas voir depuis 20 ans, parce que c'était trop violent, trop choquant, trop socialement compliqué pour elles, parce que justement, elles avaient une image de femme forte, de femme hyper, outillée, qui a peur de rien
et qu'elle n'osait parler à personne de ce qu'elle vivait réellement et parfois le simple fait d'une consultation qui est souvent assez longue parce qu'il faut qu'on creuse tout ça d'une heure, moi je les revois 1 mois, 2 mois, 3 mois après, radicalement transformés et je me dis que rien que ça, ben, ça vaut la peine. Ouais, en effet, de ce que je comprends, vous permettez aux femmes d'avoir des transformations intérieures, extérieures et pouvoir prendre en main leur destin. Parce que comme tu l'as dit si bien, c'est que c'est vrai que quand on n'a pas conscience des choses, c'est sûr qu'on peut pas pouvoir agir, dans ce sens-là et en tout cas, c'est beau ce que tu dis que, bah, ça peut se jouer en une consultation, parce que ça permet de prendre du recul sur sa propre situation, sa propre expérience de vie. Parce qu'en effet, quand c'est ton quotidien, ça devient ta normalité et tu dois penser potentiellement, bah, tout le monde vit ça en fait, s'il met des claques, bah, c'est normal, ça arrive à tous les couples et c'est des croyances surtout que je pense aussi ça peut, enfin je me dis potentiellement, ça peut peut-être venir, de l'enfance dans le sens si tu as vécu dans un schéma, des relations toxiques avec tes parents, peut-être que inconsciemment tu vas répéter ce genre, de violence envers toi? Oui, ça c'est sûr, c'est pour ça que je te dis, il faut commencer chez les tout petits parce que plus on change, les réactions et plus on a de chances d'éviter qu'il y ait des enfants qui vivent dans des foyers violents. Ça, c'est absolument redoutable de vivre dans un foyer violent. Mais non, il y a aussi des femmes qui ont pas vécu de foyer violent, mais qui sont, par exemple, profondément amoureuses, d'un type violent et qui réécrivent un petit peu l'histoire de manière à atténuer tout ce qui ne va pas bien dans le film, pour ne garder que la belle histoire et qui arrivent à accepter des choses qui paraissent comme ça, avec le recul, totalement inacceptables, parce que ça viendrait écorner cette histoire de vie qu'elles ont envie, comme nous toutes, qu'elle soit la plus belle possible. Et parfois le simple fait que quelqu'un te dise: «Mais c'est quand même pas normal ce que fait votre mari, je crois que c'est interdit par la loi», eh bien, c'est comme une espèce de prise de conscience, incroyable parce que ça paraît tout bête pour quelqu'un qui n'est pas dedans, alors que quand tu es dedans, tu l'as intégré complètement à ta vie, à ton schéma, à ton quotidien et tu vois plus où est le problème. Mmh. Oui, oui, ça me fait penser aussi, potentiellement, peut-être que s'il y a aussi des femmes qui restent dans des relations toxiques, c'est peut-être aussi parce que le couple, dans la société, il est vraiment mis en tant que saint graal, tout en haut de ce qu'il faut accomplir. Enfin, une fois que tu as un couple, une maison, un chien, des enfants, c'est bon, tu as réussi ta vie et si tu l'as pas fait, bah, c'est compliqué et ça me fait penser aussi à des femmes qui, approchant la trentaine, et voyant, l'horloge biologique, si on peut appeler ça comme ça, défiler avec, les peurs que ça engendre, et toutes les réflexions qu'on peut avoir, peut-être se mettre, plus facilement avec quelqu'un, bah, rapidement pour, fonder une famille et après, bah, forcément vu que ça a été, fait de façon rapide, bien sûr ça peut marcher, comme ça peut pas marcher, mais après c'est plus difficile de se sortir, d'une situation quand il y a un prêt de maison, des enfants et ça, tout déconstruire petit à petit, c'est quelque chose, je pense, plus difficile. Bon, bien sûr, après il y a plein de déceptions et de cas, j'imagine. Oui, oui, c'est sûr que le ta vie telle que tu l'as construite, ça peut être un piège, qui t'empêche de bouger pour plein de raisons, comme tu l'as dit, des raisons matérielles, mais aussi des raisons affectives, des raisons sociales. Si par exemple, tu es un couple super glamour, que toutes tes copines t'envient, mais elles ne savent pas c'est quoi vraiment ton couple, tu as du mal à casser cette image qui, quelque part, est assez valorisante. Donc c'est un petit peu compliqué, mais je pense aussi, il faut pas négliger le fait que quand on se met en couple très vite, c'est souvent pas vraiment le choix de la victime. Ça peut être aussi la stratégie de l'agresseur parce que une un des éléments de cette stratégie, c'est justement d'obliger l'autre à être le plus possible à soi et donc lui proposer très rapidement, comme si ce coup de foudre était tellement extraordinaire qu'il fallait surtout pas perdre de temps, de s'installer ensemble. Et parfois, c'est pas seulement l'horloge biologique, mais c'est: «Ah, il m'aime tellement que ça fait 3 jours qu'on se connaît, il veut déjà qu'on vive ensemble». Ça peut paraître, valorisant, gratifiant, alors qu'en fait, c'est un piège qui est en train de se refermer sur toi et c'est bien, je pense que ce point de l'attitude des agresseurs soit connu, parce que d'abord pour les femmes elles-mêmes, se dire: «Waouh, est-ce qu'il irait pas un peu trop vite, lui?» Et donc relire un petit peu son comportement avec cette idée quand même que c'est peut-être pas neutre cette pression qu'il me met et pour la famille et les amis, super important.
attention, ma copine va s'installer avec un gars qu'elle a rencontré la semaine dernière, peut-être je vais être vigilante parce que peut-être elle va avoir besoin de moi dans pas longtemps. Je pense que c'est important, de connaître cette stratégie d'isolement, de possession, en fait. Quand tu habites avec quelqu'un, c'est beaucoup plus facile de te posséder, de te faire du mal. Oui, est-ce que tu perds ta liberté? Et du coup, l'exemple que tu me dis, ça me fait clairement penser au pervers narcissique qui, a un peu cette stratégie, d'isolement. Enfin, au début, c'est le coup de foudre, c'est le grand amour et cetera. Après, il va potentiellement isoler la victime, le couper de ses proches et cetera, la contrôler comme tu dis. Mais est-ce que du coup enfin, quels sont les profils d'agresseurs, qui existent pour que les personnes qui nous écoutent, si elles rencontrent ce type, de personnes, puissent s'en rendre plus facilement compte avec, des clés en main? Il y a pas de profil type, en revanche, il y a une stratégie et si tu es sensibilisé, par exemple un type qui te joue l'amour fou très, très, très vite, il faut toujours avoir un tout petit peu de distance et se dire: «Mais où est-ce qu'il m'emmène?» Tu vois? Quelqu'un qui veut tout de suite, s'installer avec toi, c'est pas normal. En général, enfin, tu construis pas ta vie avec quelqu'un que tu as rencontré la semaine dernière, c'est pas logique. Donc se poser des questions chaque fois que le comportement paraît un tout petit peu too much, je pense que c'est déjà une bonne façon de faire. Le problème, c'est que pendant cette période, l'autre, très habilement, t'inonde d'amour, de déclarations, de cadeaux, te fait ressentir l'idée d'être aimé comme jamais personne ne t'a aimé, ne t'a comprise et tu as envie d'y croire. C'est trop beau, c'est trop bien. Tu pas du tout envie de voir tous ces petits signes qui s'allument. Il veut plus que tu vois tes copines, il veut pas que tu t'habilles comme ci, il te fait des petites réflexions de temps en temps, mais en même temps, il te laisse croire que c'est parce qu'il t'aime tellement, qu'il veut t'aider à être la mieux habillée possible. Non, il a pas voulu t'humilier, pas du tout, tu raisonnes mal, c'est toi qui penses mal. Petit à petit, tu te convaincs de tout ça. Alors que au tout début, si peut-être ton entourage, sans te dire parce qu'il faut jamais dire à une fille: «Non mais tu es complètement con, tu vois pas qu'il te manipule, tu vois pas que c'est un sale type, quitte-le», ça ne marche pas. Mais simplement de temps en temps l'amener à s'interroger sur: «Est-ce que c'est bien normal ce qui se passe? Est-ce que si ça arrivait à une de tes copines, est-ce que tu trouverais ça normal?» Essayer de faire un petit pas de côté pour regarder ce qui est en train de se passer. Parce que parfois c'est un piège tellement bien ficelé que tu sautes dedans à pieds joints et tu es heureuse de sauter dedans. Mmh, mais ça me fait penser à ce que tu me disais avec une de mes conversations, sur le podcast Matrimoine féministe sur le violentomètre et ben, mon invitée, elle avait conseillé, dans les conseils pour prendre du recul, si jamais, tu es, du coup avec, ta pote et son conjoint, violent, prendre discrètement une vidéo pour voir pour lui montrer après, voilà, tu as vu comment il t'a parlé, enfin, tu as rien dit de spécial et il t'a envoyé tout ça dans la figure, en fait, c'est pas normal et ça peut provoquer, un déclic, je trouve. Oui, je pense que tu as manipulé avec précaution parce que personne n'a envie non plus qu'on lui dise: «Mais tu es complètement con, tu vois pas que ce type est débile et t'utilise». Donc il faut, ouais, je pense que c'est compliqué, hein, d'aider les copines qui ont pas envie d'être aidées. Je crois qu'il faut simplement montrer que, parfois on est un peu interpellé par, ce qui se passe, mais pas qu'on est hyper critique tout de suite parce que ça va générer de la méfiance. Elle va se dire: «Oui, il a raison, mes copines en fait elles ne m'aiment pas ou elles sont jalouses de moi, c'est pour ça qu'elles réagissent comme ça». Montrer qu'on est juste, disponible, bienveillante quand elles veulent, comme elles veulent, parce qu'un jour elles auront besoin. Mmh. Oui, c'est vrai que comme tu dis, c'est pas évident de vouloir aider quelqu'un qui ne veut pas, n'a pas conscience qu'il a besoin d'être aidé, parce qu'en fait, on se sent impuissant, impuissante et on aimerait lui faire ouvrir les yeux en disant: «Non mais là, c'est pas normal ce que tu vis, ouvre les yeux s'il te plaît, ça va te détruire». Ouais, c'est très dur. C'est très, très dur. On peut pas soigner quelqu'un qui veut pas être soigné, on peut pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. Il faut aussi l'accepter. Oui, non, c'est clair, c'est ça fait partie malheureusement de la vie. Il y a des choses qu'on peut pas contrôler, on peut juste maîtriser, par rapport à nous, nous-mêmes et encore, des fois on n'a pas toutes les clés pour se maîtriser soi-même. Mais maîtriser les autres, c'est encore, plus difficile et du coup, ça me fait penser aussi dans les questions que j'avais, hem toi, c'est quoi, par exemple, les parcours de vie à la Maison des Femmes qui t'ont le plus, marqué, les plus belles transformations que tu as trouvées, chez les personnes que vous avez accompagnées? Enfin après, bon, c'est pas le but, c'est pas faire une hiérarchie, mais celles qui t'ont, marquée en tout cas.
Bah, ce qui nous marque, ce sont les patientes qu'on a soi-même accompagnées plus que d'autres. Je pense à une femme qui avait fui, son pays et son mari violent qui était très haut placé dans l'armée. Donc elle avait bien compris que jamais personne ne croirait ce qu'elle disait et qu'elle a préféré partir la mort dans l'âme parce qu'elle était partie sans ses enfants et qu'elle avait qu'une obsession, c'était de les faire venir. Et quand on l'a connue, elle dormait dans la rue, elle se lavait quasiment dans les ruisseaux, qui coulaient après la pluie, donc c'était vraiment mais terrible. Et je sais pas pourquoi, elle est un peu devenue la mascotte, donc on la voyait souvent, elle venait à tous les ateliers, elle était hyper présente. Et puis elle avait été excisée, donc j'avais fini par l'opérer de son excision, ce qui lui avait donné beaucoup de courage aussi de continuer à avancer. Et petit à petit, bah, les choses se sont alignées, c'est-à-dire que l'avocate a réussi à la défendre, d'une manière efficace puisqu'elle a obtenu l'asile pour elle et que du coup elle a pu travailler et on l'a vu petit à petit en quelques années passer de vraiment SDF à, avoir une vie, avoir un petit appartement et un jour elle est arrivée avec un grand plat de poulet yassa pour 45 personnes pour nous remercier parce qu'elle avait enfin réussi à faire venir ses enfants, ce qui était le but ultime de sa vie, pour qu'ils fassent de belles études. Donc tu vois, des parcours comme ça, c'est quand même des parcours qui te marquent. Je pense aussi à une toute jeune gamine, qu'on avait vue méga traumatisée parce qu'elle avait, fui son pays, un mariage forcé et avec, ce que tu peux imaginer d'un parcours migratoire horrible et qui aujourd'hui est élève infirmière, par exemple, et qui vient d'avoir la nationalité française. Donc tu vois, c'est des étapes. Et puis je pense aussi à mes patientes, un peu bourgeoises, parce que moi j'ai beaucoup travaillé dans plutôt dans des beaux quartiers avant d'être à Saint-Denis et qui, comme je te disais, ont parfois des prises de conscience tout à fait hallucinantes en très peu de temps, qui transforment leur vie et ça aussi, ça me fait super plaisir. Ah, en effet, tes exemples sont très beaux et je suis très heureuse pour ces femmes, même si je ne les connais pas, qu'elles ont réussi à sortir, de ces schémas. C'est vrai que c'est une résilience incroyable et les épreuves qu'elles ont endurées et que voilà, après tous ces efforts, ça a été récompensé. C'est beau et c'est vrai que ça doit être très, gratifiant, et de se dire: «Ah là là, on a réussi à avoir cet impact pour cette personne-là, on a réussi à l'aider», waouh! Bah, en fait, on a réussi à l'aider à s'aider elle-même parce que ces femmes-là font un chemin incroyable et c'est sûr de se dire que d'avoir été sur leur chemin à un moment donné de leur vie, c'est pas neutre, ça a changé la donne et ça justifie pleinement le fait que, ben, il y ait des maisons des femmes et qu'aujourd'hui, il y en ait de plus en plus puisqu'on nous sommes à peu près une trentaine maintenant, sur tout le territoire français. Ce qui permet à des femmes d'un peu partout de pouvoir, solliciter ce type de structure. Mmh, c'est trop bien et ça me fait aussi penser, parce que tu as parlé d'excision, si tu pouvais nous l'expliquer aux personnes, qui nous écoutent et enfin, faire un peu peut-être une présentation de, bah, pourquoi il y a, l'excision, comment ça se passe, comment ça se soigne, donc voilà. Bon, l'excision, c'est en fait, en réalité, il y a beaucoup, beaucoup de traditions. Je te disais qu'on est tous formatés par, nos éducations, nos familles, nos traditions et il y a des traditions, multimillénaires qui pèsent alors très souvent sur les femmes, aussi sur les enfants, très peu sur les hommes et dont on a beaucoup, beaucoup de mal à se débarrasser parce que la société s'est construite là-dessus à des moments où, ça paraissait, la vérité. C'était ça qu'il fallait faire, c'était ça qui était bien. Malheureusement, beaucoup de ces traditions sont catastrophiques, mais la société a un mal de chien à s'en débarrasser et l'excision est un très bon exemple parce que l'excision, ça fait à peu près 5 000 ans qu'elle est pratiquée, on pense, puisqu'on a retrouvé des momies, égyptiennes qui avaient des stigmates, d'excision. On pense que c'est né en Égypte et que c'est descendu le long du Nil pour arriver, en Afrique subsaharienne, puisque c'est là où on en trouve le plus aujourd'hui et c'est une coutume qui consiste à couper un petit bout du sexe des petites filles, un tout petit bout en fait. Sauf que ce tout petit bout comprend principalement le gland du clitoris
et son capuchon. Et le gland du clitoris, c'est la zone la plus sensible du clitoris, donc c'est celle qui donne les sensations sexuelles les plus intéressantes, les plus rapides. Et l'idée derrière tout ça, on ne sait pas parce qu'on n'a pas retrouvé d'écrit, mais c'est probablement de maîtriser le plaisir des femmes. Les femmes ont toujours, fait peur. Pensons aux sorcières. Heu, je crois que la possibilité d'enfanter, le plaisir des femmes, tout ça, que les hommes comprenaient pas, donc c'était mystérieux. Il y avait de la sorcellerie, il y avait du Satan devait avoir quelque chose à faire là-dedans et donc couper un peu les petites filles, ça donnait sans doute l'impression qu'on allait maîtriser leurs désirs, leurs plaisirs et qu'il fallait qu'on les maîtrise parce que probablement l'angoisse derrière tout ça, c'est que les filles allaient coucher, avec n'importe qui, n'importe comment, être enceinte de on ne sait pas qui, ramener des bâtards à la maison et ça, c'est des traditions qui perdurent. Les histoires d'honneur, les histoires de filles mères, il y a encore des sociétés où on tue pour ça. Ça paraît fou, mais ça continue. Donc l'excision, c'en est une parmi d'autres et on coupe les petites filles, donc il y a plein de sociétés, on va les couper juste après la naissance, il y en a d'autres où on les coupe un peu plus tard ou bien au moment de devenir femme, à la puberté, parfois avant le mariage. Et le problème de l'excision, c'est qu'il y a des complications immédiates. Tu peux mourir d'une excision parce que c'est un endroit qui saigne énormément et si tu arrives pas à arrêter le sang, bah, la petite fille meurt d'hémorragie. C'est rare heureusement, mais c'est dramatique parce qu'en plus, comme aujourd'hui c'est interdit dans beaucoup de pays, africains notamment, les parents, quand ça se produit, n'osent pas emmener leur fille à l'hôpital parce qu'ils se disent: «Oh là là, l'hôpital va nous dénoncer à la police» et donc ils regardent leur petite fille mourir, tout simplement. Après, il y a des complications d'ordre infectieux. Si par exemple tu vas exciser, 15 gamines et qu'il y en a une qui a le sida, bah, tu vas peut-être transmettre le sida à tout le monde avec la même lame. Il y a d'autres infections locales et puis, il y a un traumatisme et ça, on l'a complètement négligé. C'est-à-dire que, dès que tu es légèrement conscient, même quelques mois, tu as des gens qui se précipitent sur toi, qui t'écartent les jambes, qui te font un truc auquel tu comprends rien et qui te fait hurler de douleur. Ça, pour toi, cette région-là, elle va être longtemps, tout le temps, associée à la douleur, à la violence et pas au plaisir. Donc, tu vas aussi abîmer la sexualité de ces filles, abîmer leur confiance en elles-mêmes et tout ça se cumule. Donc c'est pour ça que l'excision est un modèle de tradition néfaste, intéressant à étudier, dont on aimerait beaucoup se débarrasser. Mais malgré un travail de terrain, très important par des associations, malgré des lois, malgré plein de choses, on a diminué la fréquence, mais ça existe encore. Il y a encore des gens qui vont te dire: «C'est très important d'exciser les petites filles. C'est ça qui est bien pour elles». Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah, déjà, reprendre un peu tout ce trauma, l'accompagner avec les psychologues, travailler la question de la sexualité parce qu'il y a des choses qui se cumulent dans ces sociétés-là. C'est que non seulement on coupe les petites filles, mais on leur explique depuis toutes petites que le sexe, c'est mal, c'est dangereux, c'est pas pour elles et donc elles n'investissent absolument pas leur sexualité, donc elles sont insatisfaites, leurs conjoints sont insatisfaits, bref, c'est que du malheur pour tout le monde. Et puis, si vraiment on voit avec elles que ça pourrait les aider, il y a une intervention chirurgicale, pas très compliquée, qui permet de remettre le clitoris, parce qu'en fait, on en a coupé un tout petit bout, à sa bonne place, pour déjà redonner un aspect moins mutilé. Déjà, anatomiquement, quand tu ressembles plus à une femme, bah, déjà, tu te sens un peu mieux et puis en le remettant superficiellement, faciliter la possibilité de le stimuler et d'avoir du plaisir. Bah, en tout cas, bah, merci, pour cette présentation, très détaillée, pleine de enfin riche, d'informations et ça me fait penser que c'est vrai que pendant toute l'histoire, de l'humanité, bah, on a les hommes, en tout cas, ont toujours voulu, contrôler, le corps des femmes, les invisibiliser et il y a tellement, tellement, tellement d'exemples. Du coup, c'est vrai que c'est bien que maintenant on soit consciente de ça et qu'on puisse agir et qu'il y ait des solutions parce que je me dis, bah, il y a 5000 ans, bah, tu pouvais rien faire entre guillemets, tu étais excisée, tu comprenais pas ce qui se passait et tu avais pas un vrai accompagnement. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt chouette, d'avoir ces évolutions-là. Oui, mais même maintenant, quand tu es excisé dans ta campagne, tu n'es pas plus aidé, tu comprends pas plus ce qui t'arrive. Le problème, c'est que, parfois même, tu arrives à convaincre, les femmes que c'est bien. Que c'est bien pour leurs filles, qu'elles seront plus propres, plus sages.
parce que les mères, elles sont aussi conditionnées par, la honte, le tabou, le scandale, le déshonneur et donc elles vont aussi inculquer ça à leurs filles et se dire: «Ah oui, oui, si je fais couper ma fille, elle va mieux se comporter et donc elle va être socialement plus acceptée» et même si tu veux, pour en finir avec l'excision, mais on a réussi à faire croire aux femmes qu'une fille non excisée, c'était une fille sale, qui pouvait même pas, adresser la parole aux anciens, leur servir à manger, parce qu'elle était impure, tu vois? Cette notion de pureté, on l'a jamais transposée aux garçons. On s'en fout de la pureté des garçons. En revanche, les filles, leur impureté, c'est pas possible et donc on a expliqué qu'aux mères qu'une fille pas coupée, on pouvait pas la marier et comme le mariage est dans beaucoup de sociétés finalement la chose la plus formidable qui puisse arriver à une fille, si tu veux pas te marier, bah, ma foi, on va te couper, hein, parce que, il faut absolument que tu te maries. Donc tu vois, tout en fait s'imbrique parfaitement pour, aboutir à ce résultat de oui, de maîtrise du corps, du plaisir et du désir des femmes. Oui, en effet, c'est en fonction des sociétés, les intérêts, les priorités sont pas du tout les mêmes, parce qu'on n'a pas les mêmes façons d'évoluer, de toute façon, d'un pays à un autre. Donc, oui, ça peut se comprendre entre guillemets, qu'une mère puisse faire ce choix à son enfant pour son enfant, parce qu'en fait, elle veut le meilleur pour sa fille et si pour elle, enfin, dans sa société, le mariage, c'est la meilleure chose qui soit, elle va tout faire pour que sa fille obtienne un mariage, dans ce sens-là. Bah oui, parce que sinon c'est pas une vraie fille. Ouais, malheureusement et ça me fait aussi penser quand tu parlais de pureté par rapport au sang des règles, parce que ça aussi c'est considéré comme impur en fonction des cultures. Il y a des filles qui peuvent pas entrer dans des lieux sacrés quand elles ont leurs règles ou qui sont reniées de leur maison pendant le temps de leurs règles et c'est vrai que ça aussi, c'est aussi lié à la pureté et comme tu dis si bien, les garçons n'ont pas cette charge de l'innocence, de la pureté que les filles sont incombées. Ça me fait aussi penser, que, bah, une fille qui reste vierge jusqu'au mariage, c'est socialement mieux accepté qu'un mec qui reste vierge jusqu'au mariage, que le mec, il faut qu'il ait de «l'expérience quand même» entre guillemets, alors que la fille, bah non, il faut qu'elle soit pure, que tout son être soit dédié pour l'homme, quoi. Oui et l'homme, celui qui va l'épouser, les autres, non. Non, mais c'est clair que cette question de la pureté et de l'honneur, je crois que c'est ce qui pourrit, énormément la vie de plein de femmes dans le monde, même sans aller jusqu'en Iran ou en Afghanistan où là, ça atteint une certaine apogée. Mais beaucoup, beaucoup de filles sont, fliquées, même par leurs mères. C'est-à-dire que leurs mères sont finalement l'outil de leur malheur parce qu'elles sont en permanence en train de surveiller leurs filles et parce qu'en fait, le problème de ces sociétés-là, c'est que si ta fille, sort du droit chemin, c'est toi la mère qui va être aussi, critiquée par ton mari, par ta belle famille. Tu as pas su l'élever, tu as pas su la tenir et on ne s'en sort pas de tenir les filles, c'est terrible et les règles, tu as raison, c'est comme toutes ces choses que les hommes ne comprenaient pas. Une femme saigne tous les mois, c'est quand même étrange, si tu connais pas la physiologie. Ça fait pas très, très longtemps qu'on connaît la physiologie, donc c'est tellement bizarre que ce sang ne peut qu'être maléfique et ce qui est amusant avec les règles, c'est les centaines de traditions et qui tournent autour. Si tu fais la mayonnaise quand tu as tes règles, elle va tourner. C'est combien de filles ont entendu ça? «Non, non, tu as tes règles, pas la mayonnaise, au secours!» Mais ça allait jusqu'à, tu peux pas conduire un avion pendant tes règles. Enfin, tellement de choses qui relèvent de la magie. Mais ça me fait penser aussi ce que tu disais, c'est vrai que le fait de donner la vie, tu dis ça plutôt dans l'épisode, mais c'est vrai que c'est une sorte de «magie» entre guillemets, parce que tu donnes la vie, c'est assez dingue et c'est un homme ne pourra jamais vivre ça et c'est vrai que potentiellement, comme tu le disais, les faits qu'il y a eu ces discriminations, ces horreurs perpétuées sur les femmes, c'est justement à cause de cette incompréhension et se dire: «Bah oui, s elles peuvent détenir la vie, moi je peux pas, donc il faut que je trouve une solution pour pouvoir, trouver ce contrôle et pouvoir, bah, les les «obliger» entre guillemets à faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Oui, parce que donner la vie, si tu es pas sûr d'être le père, tu vas élever un bâtard sans le savoir, c'est la pire chose pour un homme. Donc ça a été très, très fort dans le contrôle, je pense et puis, bien sûr, il y a 1000 ans, tu voyais une femme, son ventre grossissait, brutalement, elle pondait un gamin. Tu Personne ne comprenait rien. Les hommes se demandaient: «Comment tu attrapais ça?» On pensait qu'il y avait des animalcules dans l'air, que les femmes aspiraient et que c'est ça qui les rendait, enceintes et tant qu'on comprenait pas comment fonctionnait le corps humain, tout était mystérieux. Est-ce que le soleil va se lever demain? Est-ce que c'est les mêmes questions. Oui, c'est vrai. En fait, oui, c'est le pouvoir de la «désinformation» entre guillemets qui peut amener à toutes ces
enfin, plein d'horreurs parce que justement quand on comprend pas ce qui se passe, bah, on va essayer de le lutter, d'une certaine mesure alors qu'en fait, il y a des choses qu'on peut pas, contrôler, des choses qu'on peut pas maîtriser et c'est vrai que le savoir est une forme de pouvoir. Ouais, pour les femmes, c'est clair. Bah, du coup, ce que je propose, c'est qu'on va passer doucement à la conclusion de l'épisode pour qu'on ait le temps, de discuter un peu plus en profondeur des dernières questions. Alors, du coup, quel serait pour toi le mot de la fin? Oh bah, i je pense que le mot de la fin, vu toute notre conversation, serait la connaissance peut-être? La connaissance, pour les femmes, la connaissance pour les hommes, la connaissance pour les enfants, qui est probablement, la seule solution durable pour, une vie moins violente, plus harmonieuse pour tout le monde. Et donc, la fin pour moi, c'est de se préoccuper de l'enfance de manière urgente. Mmh et ça me fait penser à une autre question pendant la conclusion, c'est que, du coup, comment on fait pour avoir une connaissance qui soit, bah, on va dire la vérité? Parce qu'en fait, la connaissance sur internet, tu peux en trouver, mais tu peux aussi trouver beaucoup de désinformation. Donc comment on fait pour faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, en tout cas? Je pense qu'on a suffisamment de d'outils, d'accès. Et bien sûr, il y a internet qui est à la fois le pire et le meilleur, mais il y a plein de podcasts, formidables. On peut lire encore. Moi, je je pense que les livres sont une source de connaissances, extrêmement importante qu'il ne faut pas négliger et donner le goût de bah, tu vois, donner le goût de lire aux enfants me paraît extrêmement, nécessaire. Et puis après, il y a les débats, les échanges, les groupes qui permettent aussi de confronter ces points de vue. Peut-être ce qui fait un peu peur aujourd'hui avec, justement cette mainmise sur la connaissance, c'est qu'on a l'impression que les gens vivent tous dans des espèces de sectes. Tu es dans cette secte où tu en es pas et il y a pas de pensée alternative, rien n'est questionnable et ça m'angoisse, profondément parce que la vérité, elle bouge. Il y a des choses qu'on a pensées extrêmement vraies, puis on s'est aperçu qu'on avait faux sur toute la ligne et qu'effectivement, plus on apprenait et plus on progressait. Mais je pense que, continuer à cultiver le doute, le questionnement, relativiser les choses et ne pas avoir une seule et unique chapelle, c'est peut-être, le plus nécessaire aujourd'hui. Mmh, oui, tu as complètement raison, c'est travailler, son esprit critique et ça me fait penser forcément aux réseaux sociaux avec les biais de conformité, parce qu'on voit que des choses qui nous ressemblent et bien, il faut essayer d'aller au-delà de ça et peut-être s'abonner à des comptes de trucs qu'on pense pas du tout, mais pour se forger, une autre opinion sur le sujet. En tout cas, toujours savoir ce que les ce que l'ennemi pense, c'est toujours utile. Oui, c'est vrai, c'est plus simple pour débattre en tout cas et puis envoyer des contre-arguments que si tu sais pas et tu apprends l'argument et tu dis: «Ah mais qu'est-ce que je vais répondre à ça en fait? J'ai pas fait mes recherches». Je savais même pas que ça existe. C'est ça. On est pas mal. Très, très bon mot de la fin. Du coup, dans la suite de mes questions, toi, qui sont tes rôles modèles? Tu sais, les rôles modèles, c'est parfois un livre, tu vois, qui te donne, une autre vision du monde. C'est pas forcément des personnes. Alors j'ai rencontré des personnes évidemment qui m'ont beaucoup inspirée, notamment dans mon métier. Des médecins incroyables, je pense, évidemment toujours au professeur Chavigné qui m'a tout appris. Et puis des femmes qui étaient donc un peu plus âgées que ma génération et qui avaient déjà, commencé à bouger les choses pour que nous, les jeunes médecins, on ait un chemin plus facile. Je pense à, Francine Leca, par exemple, cette, chirurgienne cardiaque que j'ai eue comme professeure au début de mes études de médecine, à un moment où déjà une femme chirurgien, c'était extravagant. Alors une femme chirurgien professeur, je t'en parle même pas et donc ça nous donnait, comment dire? L'idée que tout était possible pour nous les petites minettes là. Et puis d'autres comme, je sais pas, je pense au docteur, Sylvie Eppelmois qui a fait énormément pour la PMA et qui nous a appris peut-être aussi à conjuguer médecine, sociologie, anthropologie et justement avoir, bah, une ouverture d'esprit autre qu'un formatage, par la faculté, et à questionner aussi, à douter. Donc je pense que c'est ces gens-là qui ont accompagné, ma pratique.
ont été extrêmement importants pour moi. Après, tu as bien sûr, Simone Veil qui comment ne pas, comme surtout quand tu es gynéco, ne pas être sensible à son parcours parce que voilà une femme qui a voulu la connaissance, qui a voulu, et qui s'est pas contentée de survivre, qui a voulu reprendre des études alors qu'elle avait une vie de famille, des enfants et qui est allée tellement loin. Ça, c'est quand même, extraordinaire. Bien sûr, Marie Curie, 2 prix Nobel, difficile de faire mieux. Enfin bon, il y a plein de femmes qui ont fait des trucs extraordinaires, mais il y a aussi moi, des fois, j'ai des patientes qui me racontent leur vie et je me dis: «Waouh, respect». Donc tu vois, plein de petites choses comme ça qui viennent, élargir mon quotidien et ça, c'est extrêmement magique. Oui, de ce que je comprends, tout peut être inspiration. Enfin, l'inspiration est partout, en tout cas, dans chaque chose qu'on peut voir, tout peut nous inspirer. Mmh, mmh, mmh. Oui, je pense qu'il faut rester, éveillé. À l'écoute et ne à accueillir les choses sans jugement et être pleinement conscient, en pleine écoute, pour, pouvoir retirer, bah, les choses qui sont importantes pour nous, en tout cas. Faire écho à ses propres valeurs. Ou t'ouvrir sur d'autres valeurs auxquelles tu avais pas pensé et ma foi, pourquoi pas? Tu sais, parfois les enfants t'emmènent moi j'ai de grands enfants, bah, ils m'ont fait progresser aussi parce qu'ils t'amènent là où tu serais jamais allé et ils t'obligent à sortir aussi de tes certitudes, de ton confort, ils requestionnent tes valeurs et ça aussi c'est très utile. Oui, c'est très challengeant, sortir de sa zone de confort et bah, voir la vie sous un autre angle, avec de nouvelles lunettes, d'autres lunettes que toi tu n'as pas. En effet, c'est important. Bah, je pense que c'est important pour avoir de l'empathie, de la bienveillance, pour pouvoir comprendre, quelqu'un qui n'est pas toi, en fait. Oui et il y a tellement de gens qui sont pas toi. Mais du coup, ouais, je pense que c'est aussi en écoutant, bah, des témoignages, se confrontant, comme tu disais, à des discussions avec plein de types de personnes que, bah, on apprend à entrevoir d'autres visions. Parce que bien sûr, on pourra jamais comprendre et connaître tout ce qui se passe dans le monde, mais au moins ce que tu as besoin de connaître à l'instant T, c'est important. Ouais, clairement. Et du coup, dans la suite de mes questions, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Moi je suis du genre boulimique. Je pense que, il faut alors évidemment, il faut trier un peu, il y a des trucs complètement débiles, mais je pense qu'il faut pas se limiter à une ressource, il faut aller piocher un peu partout. Je te dis dans les livres, les films, les podcasts, et non, je recommanderais rien. Je recommanderais de naviguer, de butiner parce que tu trouveras toujours un truc qui va t'interpeller, qui va te faire bouger et non, pas de recommandation. Aller où le vent te pousse. Suivre son intuition. Ouais, parfois c'est débile, mais tu t'en aperçois. Il faut faire d'erreurs pour le remarquer. Ah plein! Non, puis s'autoriser aussi à se dire: «Oui, bon, bah, j'ai merdé». Oui, faut prendre ses responsabilités, en tout cas quand on merde, potentiellement pour, essayer de faire mieux. Bon après si tu refais les mêmes erreurs, c'est pas grave, mais, tu il faut que tu en tires quelque chose, par la suite. Tu finiras par comprendre. C'est ça, ce sera finalement intégré. Tout à fait. Parce qu'il y a une différence entre le savoir et l'intégrer en soi, ça c'est sûr. Ça peut prendre du temps. Et du coup, alors il me reste encore 2 petites questions. Alors il y a que signifie le terme féminisme pour toi? Alors il y a, comme tu sais, hein, 1 000 000 de féminismes. Le mien est très concret, c'est-à-dire, c'est une façon de penser que, rien n'est impossible pour une femme, qu'il faut à chaque fois remettre, les choses en perspective. Une femme est aussi valable, puissante, intelligente, compétente et capable qu'un homme. Elle peut être aussi méchante, stupide et violente aussi, mais que rien n'est impossible et je crois que pour moi le féminisme c'est ça, c'est cette, égalité devant les droits, les missions, les options qu'il faut absolument qu'on récupère chaque fois qu'on risque de les perdre. Parce que ça reste tant que la société a pas profondément muté, tous ces acquis-là sont un petit peu vulnérables, et il faut rester extrêmement vigilante à ne jamais les perdre les uns après les autres, parce que ça peut aller très, très vite. On a vu, quand les talibans sont revenus, en nous faisant croire que c'était des talibans 2.0 et qu'ils étaient, oh là là, tellement plus modernes que ceux d'avant.
On s'aperçoit au bout de quelques années qu'ils sont pires et que les femmes qui, pensaient avoir, acquis une certaine liberté se retrouvent encore plus enfermées et tu te dis: «Comment c'est possible en 2024 avec les Nations unies, avec la pression du monde?» Eh ben oui, c'est possible qu'on continue à à faire marche arrière toute, à très grande vitesse. Donc ça, pour moi, c'est un point de vigilance extrême et pour moi, le féminisme, c'est ça, c'est lutter contre cette capacité qu'a encore la société à faire un pas en avant, un demi pas en arrière et ne jamais faire de demi pas en arrière. C'est super important. Oui, c'est très juste ce que tu dis, je rejoins ta définition, c'est une égalité, du coup, des droits et des libertés et la vigilance est de mise et c'est pour ça que je pense que c'est aussi important de connaître l'histoire, ce qui s'est passé pour éviter de reperpétuer, les mêmes erreurs qu'ont commis nos ancêtres, même si voilà, il y a forcément des erreurs qui sont toujours recommises de nos jours, comme on en parlait, là, avec ton exemple malheureusement avec les talibans ou même en Afghanistan et c'est terrible. Mais ouais, il faut rien lâcher parce que je pense que c'est à partir du moment où tu perds l'espoir et que tu es désespéré, et que tu veux plus avancer, que là, c'est l'opportunité parfaite pour ces gens-là pour, contrôler et instaurer encore plus de mal, que de bien. Ouais et je pense qu'on a aussi une responsabilité collective, hem, pour toutes les femmes du monde, nous qui avons la chance d'être en Europe, où même si rien n'est parfait, on est quand même nettement mieux lotis qu'ailleurs. Et tu vois, je lisais que, par exemple, les Iraniens avaient prévu une loi, encore plus redoutable que les autres pour les filles qui refusaient le port du voile et que grâce à la pression internationale, eh ben, ils l'ont pas publiée cette loi, ils l'ont reportée. Alors j'espère qu'ils vont y renoncer, j'en sais rien, mais je me dis si parfois la pression internationale peut aider des femmes qui sont enfermées dans des pays où, même quand elles acceptent de mourir, les choses ne changent pas, eh bien, c'est notre responsabilité de femmes féministes, d'aller aussi sur ce terrain-là. Oui, en effet, parce que si on est toujours en individualiste, ça va pas «changer les choses» entre guillemets, alors que si on s'unit tous et toutes, enfin un maximum de personnes, là ça peut, faire bouger les lignes, qu'on peut plus facilement faire mettre la pression comme tu dis, mettre des actions en place et faire, changer les choses un pas à la fois. Mais je pense que c'est ça qui est un peu difficile car quand on est, seul, on voit pas forcément où est-ce que ça va amener. Pareil même quand en collectif, on sait pas quel résultat ça va donner. Mais je pense que ouais, l'important c'est d'essayer et de se battre jusqu'à ce qu'on a envie que le changement, qui opère, s'opère de cette manière-là. Puissance du collectif. Carrément, c'est en fait, c'est quelque chose de magique et qu'on n'apprécie pas forcément à sa juste valeur. Après, c'est parce qu'on est forcément dans une société individualiste, c'est plus difficile, je pense, d'aller vers les uns et les autres pour, s'entraider aussi. C'est vrai. Mais les choses vont changer et du coup, ma dernière question, c'est qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Alors, écoute, je te proposerai volontiers, ma nouvelle directrice générale, Violette Perrotte, qui est une, jeune femme talentueuse, brillante et qui a l'avantage d'être de la génération d'après. Donc, même si évidemment très en harmonie avec le travail que nous menons puisque nous travaillons ensemble, bah, a une vision plus jeune, plus fraîche et qui, je pense, pourrait, donner un prolongement intéressant à notre conversation. Bah, merci, pour, ce nom. Ce sera avec plaisir, d'inviter Violette à mon micro, donc trop bien. J'ai hâte de cet échange à venir. Tu ne seras pas déçu. Bah, du coup, merci beaucoup Rada, pour ton temps. C'était vraiment super cet échange ensemble et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci à toi pour ce matrimoine et bons prochains épisodes que j'écouterai avec attention. Merci beaucoup. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!